Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Il faut juste que je récupère le micro. On m'a demandé le micro mobile, ou bien est-ce que je peux prendre celui-ci? Ah d'accord, parfait, super. Alors, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous à l'occasion de cette journée qui est consacrée justement à l'Open Innovation. Donc on m'a demandé de parler de façon moins spécifique et de façon plus généraliste justement sur le développement de produits. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers quelques slides. Simplement pour conclure sur la présentation qui a été donnée, je pense que vous avez en plus de tous les modèles qui ont été énoncés, de magnifiques exemples qui sont situés ici à Genève. Je commencerai par un exemple industriel, puisque quand même le mot Open Innovation est quand même né de la part d'un acteur privé qui s'appelle P&G, Procter & Gamble. Et je pense que ce serait intéressant de revenir à ce modèle d'affaires, puisqu'en fait, il a démontré en tout cas qu'il pouvait y avoir un certain succès. La deuxième chose, je pense qu'il y a aussi un très très bel exemple que je ne pourrais que vous inciter à explorer, celui qui a été réalisé dans le cadre des HUG par le professeur Osman Ratib et toute son équipe dans le cadre du projet Osiris. Et je pense que vraiment dans la région, ça a été un précurseur, c'est-à-dire développer un logiciel d'imagerie, d'analyse de data qui sortait notamment de tout ce qui est imagerie fonctionnelle, de le rendre public et de faire développer ce logiciel par une communauté qui aujourd'hui internationale et qui, je pense, vous pouvez vous tourner vers des spécialistes de ce domaine qui dit qu'ils utilisent tous ce système, est véritablement pour moi quelque chose de très motivant et très instructif aussi. Donc je vais partir avec vous à travers quelques slides justement dans cette république de l'innovation. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment un voyage dans cette république, et j'ai fixé quelques étapes avec vous. La première, c'est de réaliser que nous sommes dans un monde qui change. La deuxième, c'est véritablement de penser que l'innovation est vraiment la nouvelle devise de cette compétition. Ensuite, on arrivera sur cette terre d'opportunité, qui est notre terre genevoise, helvétique, européenne. Ensuite, nous allons voir comment innover dans la façon d'innover, ce qui me paraît encore plus essentiel. Je veux dire qu'à la sortie de la parité entre le franc suisse et l'euro, en fait, on s'est souvent, de façon un peu simpliste, et je pense que c'était presque offensant, on s'est tourné vers les entreprises en leur disant désormais il faudra innover. Or, que faisaient les différentes entreprises depuis des dizaines d'années? Elles innovaient. Et je pense que ce n'était pas juste à leur égard. Et donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est de comprendre quels sont les nouveaux modèles d'innover. C'est-à-dire pas seulement d'innover, mais d'innover dans le mode d'innover. Parce que là, il y a encore un potentiel essentiel que l'on peut explorer. Et le dernier point, c'est la dernière étape, c'est de placer haut la barre, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition. Parce que quelque part, et j'ai beaucoup apprécié les propos qui sont venus précédemment, vraiment c'est dans l'état d'esprit, je pense, que l'on peut gagner. Mais recommençons avec ce voyage. Donc avec la première chose, et je prendrai essentiellement des exemples dans le domaine de la santé, puisque c'est vraiment le domaine que je connais le mieux, et qui permettent de montrer finalement l'évolution au-delà du silicone de ce qui a été fait notamment dans le domaine de l'Open Innovation. Alors quelques grands points. Le premier, c'est que finalement notre population vieillit, tous à la même vitesse, il y a une certaine justice, et cela va avoir des conséquences. La première des conséquences, et cela est très visible, c'est le coût de la santé à partir de 60 ans, comme vous le voyez sur ce graphe. Chaque tranche de 10 ans implique un doublement justement du coût pour la population, pour la santé, pour le système de santé. Et si l'on veut avoir un système qui soit sustainable, qui soit durable, il nous faut trouver de nouvelles solutions. Mais il y a aussi des conséquences qui sont peut-être moins visibles. Qui sont moins visibles parce qu'en fait, le type de problématiques auxquelles on doit essayer d'apporter des réponses est en train de changer également. Comme vous le voyez sur ce graphe, on se retrouvera avec près de 80% des coûts de santé qui sont générés par les maladies chroniques. Alors vous me direz, qu'est-ce que sont ces maladies chroniques? Ces maladies chroniques, vous les connaissez tous, ça passe du diabète à l'hypertension, l'arthrite, etc. Et ce sont des maladies qui finalement sont managées, mais qui ne sont peu traitées. Donc on est loin d'un système aigu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement, en termes de coût, en termes de prise en charge, il nous va falloir innover. Et je vais prendre un exemple, c'est l'exemple du sida, tout le monde le connaît. Il est né il y a 30 ans, c'est à ce moment-là qu'on l'a identifié comme tel. À ce moment-là, l'espérance de vie d'une personne qui a été touchée était de 3 ans, de 2 ans maintenant. Aujourd'hui, avec tous les progrès qui ont été faits, on a transformé une maladie qui était aiguë en une maladie qui est chronique, puisqu'aujourd'hui, le patient souffrant du sida ne voit son espérance de vie qui n'est raccourcie que de 2 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on a transformé une pathologie qui était aiguë en une pathologie qui est chronique, avec, bien sûr, malheureusement encore de nombreuses pistes à explorer pour pouvoir la traiter, pour l'éradiquer.
sida est une maladie chronique. Ce que je veux montrer par là aussi, c'est que finalement, dans ce monde qui change, on fait des progrès. Et ces progrès sont vraiment internationaux. Comme le montre cette carte Ijali, on pensait à la compétition qui venait essentiellement des grands centres de recherche. On pensait bien sûr à l'Europe, on pensait aux États-Unis. Mais aujourd'hui, la compétition est internationale. Que l'on voit la Chine qui se réveille, qui est un pays manufacturier, qui est aujourd'hui un pays producteur, un produit innovateur. Demain, ce sera une concurrence directe. Et c'est pour ça que dans toutes les démarches que nous faisons, que ce soit chez Bioals, que ce soit dans les nouvelles initiatives que l'on met en place, pour moi, la question ne se pose pas de savoir quelle sera la situation dans 5 ans. Dans 5 ans, la Suisse, qui a un grand paquebot solide, qui a construit, j'entends Vogra avec la même fierté, j'en suis convaincu. Par contre, la question qui se pose, c'est que se passerait d'ici 15 ans, dans 20 ans, nos enfants? Quelle Suisse va-t-on leur laisser? Où sera le système d'innovation? Pourra-t-on encore vraiment compter sur l'innovation, sachant que quand on parle de mondialisation, bien sûr, et vous le verrez à travers les prochains slides, on parle essentiellement d'innovation qui peut se disperser, mais c'est aussi l'innovation que l'on peut rapatrier. Donc à nous d'être là pour faire en sorte de s'appuyer sur cette innovation. Et l'on pense souvent aussi avec un petit peu d'arrogance de certains pays émergents, le Brésil, pour ne parler que de lui, effectivement de grandes crises, sauf qu'il y a des personnes créatrices. L'innovation, l'intelligence est universellement répartie. Et donc demain, on se retrouvera avec des besoins de collaborer avec tous ces pays. Et c'est essentiellement 2 personnes qui nous ont créé cet environnement changeant. C'est ce monsieur Tim Berners-Lee, alors qu'il était non loin d'ici, qui a quelque part à travers la création de l'Internet fait que cette innovation peut se déplacer à la vitesse du clic de souris ou qu'elle soit au niveau mondial. Et la deuxième personne, peut-être moins connue, qui est cette personne, Macklon McLeod, qui est en fait la personne qui a inventé le container. Ça peut paraître trivial, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, une chose ou un objet qui sera développé ici pourra être produit dans un pays peut-être avec une situation plus favorable d'un point de vue économique, pour être rapatrié. Et donc toute la dynamique est en train complètement de changer. Et donc cela m'amène à ce deuxième point, l'innovation dans la nouvelle devise de la compétition. Pourquoi? Tout simplement parce que, et là je ferai allusion simplement à une question qui m'a été posée récemment, alors que justement la parité est tombée. Un journaliste me disait, mais est-ce vraiment le bon moment pour innover, pour entreprendre? Et je lui disais résolument oui. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est quand les périodes changent, quand, comme je vous l'ai montré dans le premier passage, il y a des nouveautés, que les opportunités sont les plus grandes pour les personnes qui ne doutent pas. Parce que beaucoup de gens doutent. Et pour les personnes qui ont cette volonté d'aller de l'avant, et j'en suis sûr que vous faites partie de ces personnes, il y a de très nombreuses opportunités. Donc l'innovation, elle peut se placer à 3 plans. J'aime bien reprendre un fondamental qui est, et je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, ce qui se passe au niveau du présent. Il y a 3 formes de présent. Il y a une première présent, c'est le présent du passé. Le présent du passé, c'est la mémoire. C'est quoi la mémoire? Comme vous le verrez plus tard, c'est finalement notre acquis sur lequel nous pouvons bâtir. Il y a un deuxième présent, c'est le présent du présent, c'est l'action. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la recherche. Il y a un présent du futur. Ce présent du futur, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est l'anticipation. C'est-à-dire de préparer, non pas, encore une fois, les 5 ans, bien sûr que je serai attentif aux prochaines 5 années, mais surtout ce qui va se passer à beaucoup plus long terme, c'est cette anticipation. Et dans la mémoire, j'aimerais tout de même me souvenir avec vous que la richesse de ce pays, qui était, rappelons-nous, un des pays les plus pauvres d'Europe en 1850, a été faite par des pionniers, par des hommes, et qui ont développé des produits. Alors bien sûr que vous pourrez sourire quand vous penserez à M. Gus, vous parlerez de Toblerone, vous penserez aux premières installations électriques qui ont été développées, pas très loin d'ici, Sécheron, etc. Toujours est-il que ce sont des sociétés qui se sont ancrées. Et elles se sont ancrées avec 2 grandes qualités, l'intégration et l'ouverture. Et c'est pour ça qu'à Acquise, aujourd'hui, on parle beaucoup de lancer un nouvel hymne national, mais je pense qu'on pourrait même provoquer et surtout proposer de fêter une nouvelle date. C'est la date de 1685. Pourquoi 1685? Tout simplement parce que c'est la date de la révocation de l'édit de Nantes. Et cela prouve 2 choses. Cela prouve une chose, c'est que finalement, les Français qui avaient rejeté les Huguenots, nous les ont généreusement envoyés, ils ont au moins créé 2 entreprises chez nous, tous 2 secteurs industriels. Le premier est celui de la chimie. Ils travaillaient sur la soie, il fallait l'attendre. L'attendre, c'était d'abord naturel, ensuite ce fut de la chimie, ensuite cette chimie est devenue de la chimie fine, le médicament
reliable, avec quelque chose qui était stable, qui était précis. Et quelque part aujourd'hui dans le monde de la santé, quand on développe un nouveau produit, qu'est-ce qu'on veut? Travailler avec du petit pour que ce soit le moins invasif possible, avec quelque chose qui est complexe. Et la troisième chose, c'est qu'on ne veut pas prendre de risques avec un système qui pourrait avoir des défauts. Donc trois qualités qui sont ancrées aujourd'hui dans ce qui fait une des forces de la Suisse, une des qualités qui nous permet de développer plus loin notre énergie. 1685, une date à retenir. Donc la mémoire. Ensuite, nous passons à cette innovation, et ça, je pense que vous y revenez souvent dans vos cours, et j'aimerais simplement l'ancrer pour dire que, et je prendrai qu'un exemple, l'exemple du couteau suisse, 1770, invention du couteau, il avait une fonction, c'était quoi? Démonter un fusil d'assaut. Il n'était même pas suisse, ce couteau suisse, il est venu d'Allemagne, il a été développé en Suisse. Ensuite, 7 générations de couteaux ont suivi. Et aujourd'hui, vous connaissez tous ce couteau. Pourquoi est-ce que je vous les montre? Tout simplement parce que, quelque part, ils illustrent ces deux formes d'innovation. La première, c'est une innovation qui est dictée par une demande, une fonction. La deuxième est une fonction qui n'est plus seulement liée à son utilisation originale, mais qui est dictée par la curiosité. Ce n'est pas en regardant comment mieux couper une pièce que finalement on a développé, j'entends une clé USB, au même titre que ce n'est pas en regardant des chevaux marcher qu'on a développé l'automobile. Et donc, quelque part, derrière ces deux types d'innovation se trouvent deux types de démarches. L'une qui est dictée par un savoir-faire qui permet de répondre à cette problématique. La deuxième qui est guidée non moins par le savoir-faire que par le savoir. Et le savoir est quelque part une des conséquences d'une activité principale que nous soutenons dans notre région, dans notre pays, qui est la recherche. Et c'est pour ça que la recherche est si importante. C'est pour ça que nous devons créer des opportunités à travers l'émergence de nouvelles technologies, et c'est le domaine de la recherche. Reste à se positionner, et là je vous laisse simplement un sujet de discussion pour cet après-midi. L'âge de la pierre ne s'est pas arrêté faute de cailloux, comme Valaisan, j'en sais trop. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, il y a ces innovations de rupture qui sont en complément aux innovations incrémentales, ce qui doit nous ouvrir aussi, ce qui doit nous préparer, ce qui doit nous inciter à regarder le monde qui évolue pour éviter qu'on se retrouve, pour prendre des exemples véhiculés à la situation de Kodak, en face d'une nouvelle technologie qui peut se suppléer à ce que nous savons faire aujourd'hui. Le chercheur, quelque part, fait toujours ça. Il est toujours à confins du savoir et quelque part, il regarde le monde de l'inconnu. Il va en tirer une connaissance, il va en tirer des datas, mais encore faudra-t-il convertir ces datas. Et je pense que c'est la première chose que l'on doit expliquer à tout innovateur, c'est qu'il y a un grand pas entre une connaissance générée et un produit. Un produit étant lié à un consommateur étant lié et intégré dans le cadre d'un marché. Et finalement, dans le domaine des sciences de la vie, cette innovation ne nous a pas trop mal réussi, puisqu'en fait, comme vous le savez, nous sommes tous concernés, nous sommes sortis de quelque chose qui était très symptomatique. On allait contrôler, ou se faire contrôler, ou se faire traiter par un médecin alors que l'on avait un symptôme, pour arriver à quelque chose aujourd'hui qui vient de plus en plus personnalisé. Pourquoi? Parce que on a commencé à comprendre les mécanismes, on a commencé à voir que ces mécanismes étaient influencés par un environnement, cet environnement était propre à la personne, et donc aujourd'hui, nous pouvons envisager de traiter de façon beaucoup plus spécifique. Je mets au conditionnel parce que les progrès doivent être encore énormes, mais j'entends les pistes sont tracées, c'est cette innovation qui pourrait supplémenter des produits qui eux-mêmes étaient très génériques. La deuxième chose, c'est que même le patient est en train de changer. Ce que nous avons essayé de faire pendant longtemps, c'était de rajouter des années à la vie. Ensuite, c'était ce deuxième modèle donc, qui a permis d'augmenter cette espérance de vie. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de changer ce paradigme, de passer d'une période de bonne santé, de repousser la période de maladie, et de faire quoi? De gagner de la vie et de la donner aux années. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend ce que vous remarquez dans les lectures que vous faites, que la médecine est en train de changer, elle devient de plus en plus prédictive, à savoir d'anticiper ce qui pourrait se passer. Le data s'y retrouve, la génétique, la génomique. Vous avez bien sûr la préventivité, à savoir qu'une fois que le risque est identifié, c'est de pouvoir essayer d'anticiper pour éviter qu'un cas aigu n'apparaisse. Et la troisième chose, si la maladie apparaît, c'est vraiment de personnaliser ce traitement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une
une recette qui serait valable pour une des personnes, qui ne l'est peut-être pas pour une autre, soit appliquée de façon différentielle, avec deux effets essentiels. Le premier, d'éviter de gaspiller de la substance, et la deuxième chose, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'effets secondaires possible. Donc vous voyez que ces progrès sont possibles, et aujourd'hui on sort de ce domaine qui était dans le domaine médical essentiellement lié à l'hôpital et aux comprimés, pour entrer dans une médecine qui est beaucoup plus technologique, à savoir qui intègre les connaissances qui viennent de domaines, que ce soit le domaine de la génomique, que ce soit le domaine du diagnostic. Et là, quelque part, le domaine de convergence, on revient sur le data. C'est le data, puisqu'en fait, on est en train de générer une masse incroyable de données personnalisées qui peuvent être exploitées pour faire en sorte d'avancer et de trouver des nouvelles étapes. Et donc, quelque part, c'est un domaine d'interface. C'est ce domaine qui, quelque part, va marier le domaine de la biologie, de la médecine, avec celui de la technologie, celui de l'ingénierie. Et ce sont tous ces domaines d'interface qui nous donnent autant d'opportunités de développer de nouveaux produits, de faire en sorte que l'on puisse développer ces prochains produits. Et cela passe bien sûr, et je reviens sur le slide que j'avais présenté précédemment, par des hommes, par des femmes, par des gens qui travaillent à ces niveaux, mais qui doivent se trouver dans une situation où ils peuvent bâtir des synergies, où ils peuvent travailler en commun, ce qui m'amènera à parler des nouveaux modèles d'innovation. C'est typiquement des centres académiques, des centres médicaux qui traitent avec le patient, qui quelque part est à l'origine de la question, mais aussi qui est le premier bénéficiaire des progrès. L'industrie et les startups, j'y reviendrai, l'Open Innovation est une belle voie d'intégrer également ces facteurs industriels, le tout autour de boîtes à outils qui deviennent de plus en plus non seulement onéreuses, mais complexes, et qui permettent de faire les prochaines étapes en termes de développement. Mais ce qui est le plus important, c'est que si l'innovation conduit à des opportunités, c'est qu'il faut passer de ces opportunités à la valorisation. Comme je vous le disais, il n'est pas le tout d'avoir des idées. À un certain moment, il faut les convertir. Et c'est là qu'on arrive à cette troisième étape, la terre d'opportunité. Pourquoi? Et je vous montre un graphe. La Suisse capitalise sur la recherche. Vous voyez qu'en termes d'investissement, la Suisse se retrouve dans une position largement viable. Maintenant, si vous prenez cet autre graphe, vous remarquerez que si vous regardez l'axe des abscisses, vous avez la génération de valeur qui va être créée dans le cadre d'un pays en fonction de l'indice de citation qui est un des paramètres, je dis bien un seul des paramètres qui permet de montrer la qualité d'une recherche qui est effectuée. Vous voyez que si je regarde les différents pays, il y a une tendance entre ces pays. Et quelque part, si on rentre plus en détail, vous voyez que la situation des États-Unis se trouve avec une excellente génération de valeur, alors que l'indice de citation se trouve à un niveau raisonnable. La Suisse a une situation qui est bien plus enviable. Qu'est-ce que vous en concluez? Vous en concluez que, quelque part, nous sommes bien sûr très productifs d'un point de vue recherche. Par contre, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'il nous faut aller dans le sens de cette flèche. C'est-à-dire qu'avec la qualité de recherche qui est effectuée, nous devrions pouvoir faire mieux en termes de valeur. Et c'est tout cela, le paradigme de la valorisation, de faire en sorte que cette conversion puisse se passer. Et c'est là que je reviens à cet élément central. C'est ce qu'il nous faut, ce sont des entrepreneurs, des gens qui voient le présent et qui vont dessiner ce futur. La valorisation est bien sûr cette anticipation, faisant que nous prenons cette innovation pour l'amener une étape plus loin, de ramener, de faire en sorte que des deux mondes, deux côtes se rejoignent, de faire en sorte que les idées, les découvertes, les inventions puissent être sélectionnées, puissent être développées pour donner naissance à des entreprises, à travers le développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés, et je mets localement, et c'est pour ça que je ne rendrai jamais suffisamment hommage à tout l'effort qui est porté par les communautés publiques. Ici, à Genève, j'ai travaillé plus de 10 ans pour Éclosion, c'est un des acteurs de cette conversion majeure qui prend des innovations tôt et qui leur donne la chance d'expérimenter et de motiver d'autres investisseurs de rejoindre, sachant que cette innovation, comme je l'ai dit plus tôt, du fait de cette mondialisation peut se disperser à la vitesse du clic de souris, sachant que finalement, quand vous rencontrez des personnes qui sont issues de cette recherche, vous avez au moins 3 caractéristiques qui existent. Il y a les chercheurs qui ne pensent qu'à faire des publications, il y a les innovateurs qui vont aller une étape plus loin, qui vont protéger leur innovation, et puis vous avez les entrepreneurs qui, eux, vont soutenir une valorisation, qui vont soutenir la croissance d'une entreprise. Et donc, dans ce processus, ce qui est essentiel,
c'est de faire en sorte d'ajouter de la valeur tôt pour motiver les personnes à les suivre, de faire en sorte que cette valorisation puisse intervenir dans les mêmes conditions. Donc, quelques éléments, la créativité, le produit, le marché, je ne vais pas y revenir, je crois que c'est relativement évident. La deuxième chose, c'est la protection. Et je prends ce graphe spécialement parce que nous parlons d'Open Innovation, parce qu'il n'y a pas deux domaines industriels qui sont similaires. Le domaine de la santé est un domaine où les cycles de vie sont extrêmement longs. Comme vous le voyez ici, le revenu, qui est en haut par rapport au coût, est largement défavorable dans une première étape. Si dans les années 80, on pouvait quelque part commencer à générer des profits à partir d'une quinzaine d'années, aujourd'hui, avec les coûts de développement, la complexité, le nombre de tests qui doivent être faits, ce n'est plus le cas. Et si bien que finalement, si l'on n'a pas la possibilité de renforcer la protection, personne ne s'intéressera à prendre le relais par rapport à un développement. Alors comment ça s'appelle l'Open Innovation dans le domaine de la santé? J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. La deuxième chose, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas un chemin. On parle beaucoup de start-up, mais il n'y a pas que la start-up. Il y a des innovations qui ne sont pas suffisantes pour donner naissance à une start-up. Il y a des innovations qui trouveront un réceptacle beaucoup plus favorable pour leur développement au sein de l'entreprise. La troisième chose, c'est bien choisir ses partenaires. Parce que, comme on l'a dit, le propre d'une personne intelligente est de savoir s'entourer de l'orchestre dans le cadre d'une start-up. Avoir des gens qui peuvent devenir vos partenaires et qui puissent vous aiguiller. Gravir des sommets, et je reprends en continuité de ce qui a été montré avant, c'est essentiellement avoir une bonne équipe, d'avoir un leader, d'avoir un but, d'avoir une ambition, et bien sûr, quelque part, de être très attentif à tous les risques qui peuvent se présenter. Et là, j'aimerais saluer tous les innovateurs, tous les entrepreneurs, en se rappelant qu'il y a beaucoup d'étapes, et que chaque pas doit être considéré comme une victoire, seulement la dernière y arrive. Il ne faut pas justement les stigmatiser. J'entends à supposer que cette étape soit un peu loin. Sachant que l'expérience et la rigueur seront essentielles dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Le domaine des sciences de la vie est un domaine où finalement les succès sont peu nombreux. Par contre, ce qui a été développé pourra être réutilisé. Le domaine des sciences de la vie est aussi un domaine où la société va interagir avec de nombreuses sociétés. Et tous ces contacts doivent être maîtrisés par une entreprise. Donc l'expérience compte au moins autant que la compétence. Et finalement, pour reprendre un graphe qui est souvent présenté, le chemin d'une entreprise est souvent celui-ci, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez cette créativité, la génération d'idées, la recherche, le savoir, et ensuite, il faut se recentrer sur un produit, faire une synthèse pour pouvoir le développer, et quelque part, à ce moment-là, c'est moins la connaissance que l'expérience. Ce qui n'est pas publié, si je devais lancer un journal aujourd'hui, je pense que j'aimerais insister sur un journal, The Journal of Failure, de ce qui n'a pas fonctionné. C'est finalement là que l'on apprend également des erreurs des autres. On ne le publie pas parce qu'on n'en est pas fier. Par contre, on pourrait en profiter de façon massive. Et donc, en résumé, pourquoi est-ce que l'on travaille sur l'innovation? Pourquoi est-ce qu'on travaille sur sa valorisation? C'est simplement pour faire en sorte qu'il y ait un retour. S'il y a des idées, s'il y a de l'innovation, il y a bien sûr cette valorisation qui est une courroie de transmission. Mais pourquoi? Tout simplement pour que le retour soit d'abord en termes de valeur sociétale, c'est-à-dire que les produits soient là pour résoudre des questions telles que je les ai énoncées un petit peu plus tôt, mais également pour créer de la valeur économique et des emplois. De faire en sorte que si l'on donne la meilleure des formations, notamment dans cette école, on puisse ensuite fournir des places de travail pour que quelque part ce cycle se perpétue et donc quelque part la situation de la Suisse continue à perdurer. Dernier point, l'innovation dans la façon d'innover. Rapidement, le cluster est très important. On se concentre souvent sur un domaine industriel. Ce qui est le plus important est véritablement l'environnement. Et si je prends Dualps, ne serait-ce que pour parler du domaine de la santé, il n'y a pas seulement la partie verte que vous voyez au milieu qui passe de l'innovation pour aller jusqu'au produit, mais il y a bien sûr tout l'environnement qui fait que, surtout, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de possibilité de développement. On parle souvent de qualité, mais je pense qu'on devrait plus souvent parler du coût de la non-qualité. Quel serait le coût si l'on n'avait pas ce système qualitatif? Au même titre qu'un cluster, quel serait le coût si l'on n'avait pas l'environnement? Et cet environnement, c'est à la fois des gens d'expérience qui se sont frottés à des sociétés avant, c'est l'accès à un capital, c'est bien sûr des qualités de formation qui doivent être là pour que l'on ait les ressources utiles pour bâtir ces équipes. Et c'est tout cela que l'on doit générer. Dans un modèle qui change,
Et à nouveau, pour reprendre le domaine des sciences de la vie, on pourrait même imaginer que si, si au siècle des Lumières, on avait essentiellement le médecin qui, quelque part, voyait un symptôme, ensuite nous sommes passés à une deuxième étape où finalement la biologie a amené un degré de compréhension. Compréhension, mécanisme, possibilité d'intervenir de façon plus ciblée, cela a ouvert de nouvelles voies. Ensuite, il y a eu cette troisième étape, c'est l'intégration de la technologie qui est venue compléter ce triumvirat. Quatrième étape, c'est l'apparition de l'industrie avec des partenariats que l'on doit et qui sont finalement autant de possibilités d'aller plus loin dans la recherche qui est conduite dans nos universités, qui est conduite dans nos hautes écoles. Et finalement, la dernière étape, pour moi, c'est l'open innovation. Je ne vais pas en parler trop, puisqu'en fait, on a la chance d'avoir des spécialistes. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées à l'image de l'université, mais Luc Henry, qui en est le porte-parole, le ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça qu'on l'a dit, en parlera 1000 fois mieux que moi. Et je trouve que ce qui a été fait est simplement extraordinaire et précurseur. De ne pas se baser seulement sur un des aspects de l'open innovation, mais d'intégrer différentes composantes. Encore une fois, j'en resterai là. Mais ça fait partie aujourd'hui, de façon intégrante, de ce développement, de cette facilité à développer de nouvelles voies qui devront mener à de nouvelles solutions. Il y a bien sûr d'autres domaines dans lesquels ces nouvelles voies d'innover jouent un rôle. Je pense à Campus Biotech. Campus Biotech a une vocation non pas de se substituer à Balestra et de faire du relocation, mais simplement à amener des gens dont vous faites partie, les PI basés, les parties intégrantes de Campus Biotech, des gens qui vont travailler ensemble, qui vont bâtir des synergies, de rassembler les gens qui viennent des milieux académiques, des milieux cliniques, de l'industrie, des startups, et le tout organisé autour de plateformes qui sont des plateformes ouvertes, et donc qui peuvent profiter à tout ce milieu, sur un site, le site de Campus Biotech, que vous connaissez certainement. Et vous voyez, donc parmi les premiers partenaires qui sont sur ce site, vous avez bien sûr l'Université de Genève, le PFL, mais vous avez bien sûr l'EPIA qui est bien basé, vous avez l'Institut suisse de bioinformatique, vous avez d'autres acteurs. Et encore une fois, je pense que l'on va dans une des approches, un des projecteurs de cette Open Innovation, en faisant en sorte que finalement ces gens se voient, se parlent, établissent des synergies et bâtissent le futur ensemble. J'aimerais pas passer sous silence des grands projets qui devraient propulser la Suisse vers, en maintenant son niveau de succès, qui sont notamment des initiatives qui sont liées au Swiss Innovation Park, dont Genève est un des acteurs. La deuxième, c'est vraiment le Fonds suisse d'innovation qui est en train de se créer et qui part d'un concept qui est très simple, c'est de dire en 1850 la Suisse était un des pays les plus pauvres. Ensuite, qu'avons-nous fait? Il y a eu des investissements qui ont été réalisés, des risques qui ont été pris par des entrepreneurs, par des innovateurs, par des pionniers. Ensuite, la Suisse est, et je pense qu'on peut en être fier, un des pays qui, quelque part, inspire de nombreux autres pays. Et aujourd'hui, finalement, on se tourne de plus en plus vers des investissements qui sont considérés comme sûrs, peut-être en négligeant la partie innovative, sachant que demain sera fait non pas des sociétés et du succès des sociétés que nous connaissons, mais certainement des sociétés que nous incubons, des sociétés qui sont portées par ces entrepreneurs. Et donc, le paradigme, ce serait que la Suisse redevienne un pays pauvre si nous ne pensions pas à investir suffisamment dans le cadre de l'innovation, dans le soutien aux entrepreneurs, dans la génération d'une nouvelle volée de personnes qui vont prendre le relais et qui vont soutenir la croissance que nous connaissons. J'en arrive au dernier point, placer haut la barre, avoir de l'ambition. Tout cela est bien joli, les outils pour une grande partie existent. Par contre, il faut avoir faim, il faut avoir de l'ambition. Et c'est ce que nous essayons de recréer. Je vois que le petit bonhomme a disparu sur ce slide, parce que ce que je voulais vous montrer, c'était que, d'une part, il y a les connaissances. C'est les connaissances que vous générez, que vous êtes en train de pratiquer dans vos hautes écoles. Mais il y a surtout, au-delà des aptitudes, l'attitude qui est mise derrière cette valorisation. Et je pense qu'elle compte beaucoup. Et c'est pour ça que des journées telles que celle-ci comptent beaucoup pour moi. Parce que c'est, je pense, la chance de s'enrichir au contact des autres, de faire en sorte que les liens puissent se tisser, que des acteurs puissent apprendre à se connaître et à collaborer, et donc à développer de nouvelles solutions. Je vous présente rapidement aussi, pour vous voulez vous tenir informé sur le domaine des sciences de la vie. Donc vous avez différentes pistes, donc notamment
le blog Republic of Innovation que nous essayons, qui n'a aucune vocation si ce n'est de communiquer. Et d'ailleurs, de nombreuses cartes qui ont été produites au sein de votre institution, ils sont présentés. Aujourd'hui, c'est 24 000 lecteurs hebdomadaires qui le suivent. Profitez de ces outils. C'est une façon de promouvoir ce que vous faites, c'est une façon aussi d'attirer l'attention et quelque part, je pense, de bâtir ces relations telles que je vous le citais. Pour ceux qui s'intéressent plus spécifiquement au chemin de l'initiative depuis l'innovation jusqu'au produit, j'entends que vous avez sur le web, et c'est gratuit en plus, donc au pied du savoir, tout un ouvrage qui a été réalisé et qui permet justement de vous présenter ces différentes étapes avec beaucoup plus de détails que ce que je pourrais faire aujourd'hui pendant le temps qui m'est imparti. Une autre façon de le voir, c'est également à travers quelques bandes dessinées que l'on a créées à travers BioAlps pour faire en sorte que l'on connaisse les différents acteurs qui existent. Et donc la présentation, vous la recevrez. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si je peux vous être utile, si je peux vous amener des contacts peut-être qui ne vous seront pas familiers, et simplement dans un souci vraiment de cluster, de faire en sorte que nous développons et que nous gagnons tous ensemble. Merci.